parce que l'angoisse quand même de ce qui vient, ou le côté sombre de ce qui vient est quand même beaucoup plus fort, je pense, qu'il y a encore 10 ou 20 ans. J'ai l'impression que ça suscite un espèce d'élan de solidarité et de mise en relation des combats, en fait. En espérance. En espérance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En Espérance, un podcast coproduit par Regard Protestant et la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise. Je m'appelle Marie Sénèque et avec Nicolas Lutti, nous sommes tous les deux engagés dans la transition écologique et sociale. Et nous avons envie de vous faire entendre les voix de personnes qui luttent pour toujours plus de justice, de spiritualité et qui nous aident à ne pas désespérer de l'humanité. Pour faire connaissance avec ces témoins d'espérance, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute, lisez notre newsletter sur Substack ou rejoignez le serveur Discord des podcasts de Regard Protestant. Vous pourrez y discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Caroline Ingrand-Eufet, pasteur à la paroisse de Kolbsheim. Son village a accueilli une ZAD en 2016 contre le projet autoroutier du grand contournement ouest de Strasbourg. Elle est allée à la rencontre des zadistes, a partagé la cause à défendre et témoigné de son espérance. Une fois les bulldozers passés en 2018, son engagement s'est poursuivi à Greenface, s'élargissant ainsi à un mouvement interreligieux et global. Actuellement dans un temps de témoignage sur sa lutte écologiste, Caroline parle à une jeunesse qui traverse l'inquiétude dans l'avenir, en recherche d'un monde nouveau qui se tisse en réseau. Pour se ressourcer, Caroline se reconnecte à la nature, voit grandir un figuier dans les pavés, elle espère comme elle respire. Des 10 au 20 septembre, elle co-organise le festival Vers le futur à Kolbsheim, pour accompagner au travers de l'art et la culture des personnes qui entendent aujourd'hui le bruit des camions cohabiter avec le chant des oiseaux. Je vous souhaite une bonne écoute en espérant que son engagement vous inspire comme il m'inspire. Salut Caroline et bienvenue dans le podcast En Espérance. Merci d'avoir accepté cet entretien à distance. Moi, je me trouve à Genève et toi, du côté de Strasbourg, à Kolbsheim. J'ai dû rechercher dans mes archives pour savoir à quelle année on s'était rencontrés. Voilà. On s'est rencontrés en 2004 à Aunay, quand tu étais à ce moment pasteur, donc dans la région genevoise. Et moi, j'allais commencer mes études en théologie et on a accompagné un groupe de préparation au baptême et à la confirmation. Donc à Genève, c'est entre 15-17 ans. Depuis, il s'en est passé des choses. Tu n'es plus à Genève, mais tu es toujours pasteur. Est-ce que tu pourrais dire aux auditeuristes comme ça une brève présentation de toi? Qu'est-ce que tu livres? Qu'est-ce qui est important de toi qui fait ton parcours? Le pastorat, c'est sûr. Le protestantisme aussi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Voilà, je suis issue de plusieurs lignées de pasteurs. Et en fait, ce que j'ai redécouvert un peu ces dernières années, c'est que je suis non seulement issue de lignées de pasteurs, mais de pasteurs qui ont tous toujours considéré que le pastorat avait quelque chose de l'ordre du politique. Et dans le sens soin et lien avec la société civile, en fait. Et ça je dis que je l'ai redécouvert un peu ces dernières années parce qu'en fait pour moi c'était naturel et en fait j'ai réalisé en m'y confrontant un peu personnellement comme pasteur que ce n'était pas du tout naturel pour beaucoup d'autres pasteurs. Donc voilà, mais c'est en fait vraiment ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a donné envie de devenir pasteur aussi, puisque mon père était adjoint au maire et pasteur quand j'étais ado, et j'ai vraiment aimé l'accompagner dans ces deux missions-là qu'il considérait comme complémentaires en fait. Donc voilà, tout ça fait partie de moi, un vrai souci pour le politique au sens noble et une foi chrétienne ancrée dans le soin, mais aussi l'interpellation de la société, si besoin. Après, j'ai pas fait très original puisque j'ai en plus épousé un pasteur. Voilà, on fait ce qu'on peut et donc on continue sur cette ligne-là. Et je suis aussi maman de 2 filles de 10 et 14 ans. Et donc pasteur dans un village dans la banlieue de Strasbourg qui s'appelle Kolbsheim depuis 15 ans. Mais avec tout un passé, des origines, tout par ma maman suisse entre 18 et 30 ans, j'ai vécu à Genève.
Pour commencer, on a une question rituelle dans ce podcast. Quelle est pour toi ta plus grande source d'espérance? Alors, je dirais qu'au quotidien, vraiment au quotidien, ma source d'espérance, elle vient de ma relation à la nature. Pour retrouver de l'espérance en la force de vie qui est en nous et qui pour moi vient de Dieu, je vais observer la plante grimpante qui est là au coin de la fenêtre du bureau de mon presbytère, qui a une vitalité incroyable. Je vais écouter la diversité des chants des oiseaux le matin. C'est vraiment ça qui me donne profondément la conviction et la force de lutter et de vivre et de me réjouir aussi. Tu vas nous la partager, cette réjouissance et cette vie aussi. Tu t'es fait connaître médiatiquement, peut-être un poil malgré toi, parce qu'il fallait une figure médiatique autour d'un mouvement. On va en parler assez brièvement, mais prolonger après sur une plus d'actualité ou la suite que ça a donné. Une lutte de la ZAD, donc une zone à défendre autour du GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Et le village dont tu es pasteur encore aujourd'hui, Colpsheim, a été impliqué. Brièvement, c'est difficile, mais est-ce que tu peux nous décrire cette lutte? Alors, il s'agit donc d'une lutte contre un contournement autoroutier de Strasbourg, donc tout l'ouest de Strasbourg, et donc qui traverse, je dis qui traverse parce qu'il a été construit entre-temps. Il y a aujourd'hui des camions dessus, beaucoup de camions, et donc il est en fait un maillon pas tant de simplement qui permet d'éviter les bouchons de Strasbourg, mais bien plus, et c'est une des vraies questions de fond que ça pose, d'un maillon nord-sud européen pour les camions les plus polluants. Et c'est un maillon qui manquait, et donc ça c'est une des vraies questions que ça pose, parce que ces 24 kilomètres d'autoroute en fait ne sont qu'un tout petit maillon d'une vraie problématique du transport tout camion dans lequel on est en Europe aujourd'hui. Voilà. Et donc ça m'a touchée très simplement déjà dès mon arrivée à Colpsheim, puisque c'est un projet aussi vieux que Notre-Dame-des-Landes, qui pareil que Notre-Dame-des-Landes est ressorti des cartons, rentré dans les cartons, ressorti des cartons, etc. Jusqu'en 2016 où ils ont trouvé un financement et donc le projet a été lancé. Moi j'étais déjà pasteur ici. Et le maire du village, en fait, est protestant, et mon voisin, et a été vraiment, avec un ou deux autres, le fer de lance de cette lutte. Et en fait, c'est lui qui est venu me chercher, en fait, suite à quelques autres pasteurs qui s'étaient mobilisés. Et c'est vrai que alors il faut se replacer, ce qui est pas forcément évident vu de Suisse ou vu de la France de l'intérieur, comme on dit en Alsace. En Alsace, le pasteur a encore dans un village une certaine place, on va dire, une certaine considération de la part des gens. Et c'est vrai que le fait que le pasteur et le maire d'un village soient d'accord pour non seulement lutter contre une autoroute qui devait traverser une forêt, une zone humide et des terres agricoles sur le territoire du village, entre autres, bien sûr, a évidemment joué un rôle important, et encore plus lorsqu'il a été question de chercher des jeunes, puisque c'est bien des locaux qui sont allés chercher des jeunes en disant il faut que la forêt soit occupée de façon à ce qu'on soit là avant les machines, en fait. Et donc j'ai fait partie de ce tout premier petit groupe local qui s'est monté en association avec l'aide d'un collectif déjà plus large, plus ancien, mais vraiment pour chercher quelques jeunes qui viendraient s'installer dans la forêt. Et en fait, c'est un des éléments, pas le seul, mais c'est un des éléments effectivement qui a déclencher mon engagement plus important, parce que ayant une petite salle paroissiale dans la cour du presbytère qui est au cœur du village, à quelques centaines de mètres de la forêt en question, dès l'arrivée du premier jeune que personne ne connaissait, qui a débarqué là, j'ai proposé d'ouvrir la salle paroissiale. Et donc pendant 2 ans, la salle paroissiale a été le lieu de tas de choses,
très de soutien pratico-pratique, mais aussi psychologique et parfois médical et de toutes sortes. Mais on n'a jamais compté combien de jeunes sont passés là, mais disons que sur 2 ans, je pense qu'on a dû dépasser 150 jeunes parce que ça tournait quand même beaucoup. Et donc ils sont tous passés là, dans la cour du presbytère. Et les fenêtres de mon bureau donnent sur la cour, donc j'ai essayé d'être présente autant que je pouvais pour leur montrer, pour être un peu le visage avec le maire de l'accueil que le village leur réservait. Ce qui, pour beaucoup de jeunes dits zadistes, était tout à fait étonnant. Alors, étonnant déjà d'être bien accueilli par le village, mais encore plus de découvrir, pour la plupart, ce que c'est qu'une pasteur. Donc, ce que c'est que des protestants, ce que sont des protestants, et encore plus ce que c'est qu'une pasteur. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qui m'a donné mon surnom de pasteur des zadistes, qu'effectivement je n'ai pas du tout choisi, imaginé, prévu, mais que finalement j'ai beaucoup apprécié vivre. Et effectivement, pendant cette période-là, j'ai eu comme une espèce de deuxième communauté. De ces quelques zadistes, et puis autour de gens du village mobilisés, et autour de militants, et autour de politiques locaux, et tout ça faisait effectivement une sorte de communauté, une autre forme de communauté dans laquelle j'ai trouvé ma place, et où effectivement la curiosité d'avoir une pasteur dans une lutte comme ça a participé pour un petit peu à la médiatisation aussi. Mais c'est clair que pasteur est intrinsèquement lié à une communauté. Pour moi-même, on me demande encore, mais voilà, t'es plus pasteur, mais t'es encore pasteur. Je dis non, parce que j'ai plus un mandat auprès d'une communauté. C'est pour moi ce qui fait vraiment le pastorat, hein. Communauté parfois de passage dans les aumôneries. Mais d'avoir comme ça une communauté qui se crée un peu nouvelle. Comment ça s'est passé avec ta communauté protestante? Et puis il y a aussi une communauté catholique à Kolbsheim. Est-ce qu'elles ont pu se rencontrer, avoir des temps de vie ensemble? Alors d'abord, moi j'ai été accompagnée par quelques collègues, dont mon mari aussi, hein, et quelques autres, et on a effectivement réussi à alors d'abord au niveau vraiment Kolbsheim, en fait à Kolbsheim il y a quand même encore une majorité de protestants, on va dire. En tout cas, beaucoup de gens militants étaient engagés, et sont toujours protestants. Donc c'est vrai que du coup il y avait forcément un peu un pont assez naturel entre les deux engagements, en fait, entre les deux communautés, mais elles ne se recoupaient évidemment pas complètement, bien sûr. Surtout que je suis évidemment aussi pasteur d'autres villages qui se sentaient pas du tout concernés. Donc ça donnait déjà un point de vue un peu différent à quelques centaines de mètres en fait d'ici dans d'autres villages. Donc à Kolbsheim, il y a quand même une espèce d'élan vraiment assez massif pour défendre cette forêt, et donc moi j'étais dans ce mouvement. Il y avait quelque chose de très naturel en fait, et avec les catholiques aussi. Alors pas avec les autorités catholiques, parce que on a réussi tout au début. J'étais allée chercher le prêtre et on a fait une première célébration ensemble, et puis suite à ça l'archevêque a demandé au prêtre de ne pas prendre position sur le sujet, et c'était terminé. Ça c'était en octobre. C'était en octobre 2016, la prise des positions au culte des récoltes. Voilà, exactement. Et en fait, effectivement, suite à ça, on a essayé de chercher des catholiques, mais des ecclésiastiques, mais ça a été très compliqué parce qu'effectivement, ils n'avaient pas l'autorisation de le faire, alors que beaucoup de catholiques militants étaient très soucieux et regrettaient de ne pas avoir de prêtre avec eux, en fait. Donc donc on a évidemment essayé de ne pas rester concentré sur les protestants, évidemment. En fait, ce que j'ai compris après coup, c'est que l'image que ça a donné à l'extérieur, c'est qu'en fait, j'avais transformé ma paroisse en une espèce d'immense réseau de djihadistes verts et que vraiment il n'y avait plus que des ultra militants dans cette paroisse, et ça, en fait, j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'il a fallu après coup que certains me fassent ce retour, et
parce que ils venaient sur place, parce qu'ils rencontraient mon conseil et qu'en fait, ils se rendaient compte que c'était pas du tout le cas. Et moi, je n'ai cherché à convertir personne dans cette lutte. Ça a toujours été très clair avec mon conseil presbytéral, mon conseil de paroisse, que je prenais cet engagement à titre personnel. Dès le début, le conseil a dit la paroisse ne prendra pas position. Et donc moi, j'ai toujours pris position, évidemment en tant que pasteur, mais pas en tant que pasteur de la paroisse de Kolbsheim en engageant donc derrière moi cette paroisse. Et en fait, le conseil est resté très très libre et beaucoup n'ont absolument pas suivi cette lutte, voire même pas forcément approuvé, mais ont accepté la situation du fait que moi j'ai toujours été très transparente sur ce que je faisais, j'ai toujours expliqué pourquoi je le faisais, j'ai toujours expliqué aussi en quoi ça me nourrissait et en quoi ça me nourrissait aussi pour le ministère paroissial classique et comment ça crée des liens. Et comment ça a nourri ton ministère et ta vie alors ? Comment dire, le fait de me rendre compte que, entre autres, un des aspects, c'est vraiment le fait de me rendre compte que à l'extérieur, autant qu'il y a un intérieur et un extérieur, ce qui est très un peu caricatural évidemment, mais quand même que dans une grande marge ou carrément à l'extérieur de l'Église, on pouvait être très bien accueilli en fait en tant que chrétien, voire en tant que pasteur. Alors que je pense que souvent on a très peur. On se dit oh là là, si je me pointe avec mon étiquette de chrétien, mon étiquette de pasteur, je vais être rejeté ou on va se moquer de moi et en fait moi je n'ai jamais vécu ça. Alors je dis pas que tout le monde était d'accord évidemment, mais en tout cas ceux qui ont accepté d'entrer en dialogue, vraiment c'était toujours extrêmement constructif, c'était extrêmement intéressant. Alors évidemment, je pense que mon attitude a joué aussi, parce que moi, je suis jamais arrivée en disant je suis pasteur, j'ai la bonne parole, je vais vous expliquer ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire. Je suis toujours arrivée dans une position de volonté, de dialogue, d'apprendre de l'autre et d'échanger. Et en fait, en arrivant avec ce positionnement-là, ça a toujours été très fructueux. Et en fait, donc, de parfois, dans nos communautés aujourd'hui protestantes, mais catholiques aussi, on est souvent très inquiets par rapport à l'avenir de nos églises, sur le nombre qui diminue, nos communautés qui diminuent. Et là, en fait, à côté de ça, parce que c'est bien sûr le cas ici comme partout, ou en tout cas comme dans beaucoup d'endroits, et en particulier dans les villages, à côté de ça, j'étais en contact avec un monde, j'ai presque envie de dire, où j'étais accueillie, où on me disait souvent mais c'est génial que les chrétiens soient là, mais oui, mais vous aviez votre place. Encore une fois, du moment qu'on ne s'impose pas, on nous reconnaît une place et j'ai même l'impression qu'on était content qu'on la prenne en fait cette place. Donc le fait de sentir que dans la société d'aujourd'hui, il y a un intérêt, il y a une curiosité pour le message de l'évangile, j'ai envie de dire, évidemment que ça me reboostait aussi pour revenir dans ma communauté plus classique, parce que du coup, je n'étais pas que la pasteur d'une communauté en diminution en train de se dire oh là là, qu'est-ce qu'on fait entre nous là. Voilà, donc ça m'a vraiment aidé à me rendre compte qu'il fallait qu'il faut, ce que j'ai dit plusieurs fois, il faut sortir des murs de nos églises quoi. Plutôt que de s'y replier en se comptant parmi nous. Je pense que vraiment on gagnerait à oser être chrétien à l'extérieur en fait. Et en particulier sur une question de lutte écologique comme celle-là, mais c'est aussi le cas en matière sociale évidemment, hein, ou politique, où on peut rencontrer, on peut se retrouver dans la forme et dans le fond avec d'autres militants d'associations diverses et variées qui n'ont pas forcément de lien avec le christianisme, mais en fait quand on discute, on se rend compte qu'on a peut-être des sources différentes ou complémentaires, mais que ça ne veut pas dire qu'on défend pas la même chose en fait, de loin de là. Il y a une cause en commun, et sur cette cause il y a besoin de monde, quelle que soit leur origine ou leur confession. Un clivage dépassé. Ouais, c'est ce que effectivement, le fait que c'est que qu'on a
c'est très important, c'est vital pour nous, pour la planète, et que donc il faut effectivement toutes les forces sont les bienvenues en fait. Et c'est vrai que quand il y a des moments comme ça, en particulier quand il y avait quand on peut faire front commun, quand on sait pourquoi on fait front commun, effectivement, on arrête de se regarder en chien de faïence et de regarder juste nos nuances entre nous et nos doutes, et puis on se concentre sur notre espérance commune, quoi. On va un petit peu plus loin dans l'histoire de la ZAD. On va pas aller trop loin dans les détails non plus. Pour les auditeuristes qui veulent quelque chose de plus complet sur le sujet, je recommande un autre podcast de Regard Protestant dans lequel tu as été interviewé. C'est Protestante. C'est Jérémy Claix qui t'a interviewé. On a évoqué donc 2016 cette prise de position au Cup des récoltes. En 2017, arrivée du premier zadiste, puis des machines aussi ensuite. Et c'est là où tu as sonné les cloches pour avertir la ZAD que les camions débarquaient. 2017, oui, septembre 2017. Ça a repoussé le délai de la destruction d'1 an. Et puis en 2018, un grand contournement a commencé, quoi, hein, concrètement, et le bitume a remplacé la terre, quoi. Oui. Et là, tu as réussi à la fin, et c'était pas la première fois, à pouvoir justement mobiliser des ressources pastorales autour d'une cérémonie d'adieu aux arbres. Donc tu étais dans ton registre de liturgie, donc d'un déroulement d'une cérémonie. Et puis ça rejoint un besoin en fait des zadistes, un besoin que tu avais senti, que tu partageais aussi. Oui, tout à fait, et beaucoup plus largement que les zadistes, aussi des gens du village, des militants, des politiques, enfin de tous ceux qui avaient lutté pendant des années contre ce projet. Et c'est sûr que pour ça, disons, pour que ça puisse rejoindre le plus grand nombre et que on arrive à partager dans ce cadre-là de l'espérance avec le plus grand nombre, il faut accepter de revoir son vocabulaire, de revoir, de revisiter beaucoup de nos fondamentaux en fait. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que ça nous oblige chaque fois à revérifier ce qui est vraiment l'essentiel en fait. Et en quoi est-ce que avec les quelques pasteurs avec lesquels on a organisé cet adieu, pour moi, on était au cœur de l'évangile, on était juste, quoi. Malgré le fait qu'on ait été traité de paganistes et autres, mais pour moi, j'étais vraiment persuadée que on était d'une part dans l'accompagnement, ce qui me semble être une place de pasteur juste, et mais aussi dans la proclamation de l'évangile à un public qui n'a pas l'habitude de l'entendre en fait. Et ça va jusqu'à des choses auxquelles on a parfois du mal à réfléchir dans nos églises, qui est aussi comment est-ce que des personnes qui n'entrent jamais dans une église peuvent simplement s'asseoir dans une église. Et effectivement, des jeunes en particulier, les zadistes, refusaient de s'asseoir sur un banc. Donc en fait, pour les faire entrer, les faire accepter d'entrer dans cette célébration, il fallait leur permettre de s'asseoir par terre. Et ça, c'est des choses quand même très très marquantes parce que il fallait l'entendre, il fallait leur donner la possibilité de le dire parce que déjà, je pense qu'a priori, c'est pas quelque chose qu'on va dire facilement au pasteur, parce que nous on est tellement c'est tellement évident que les gens s'assiedent sur des bancs qu'on se pose pas ce genre de questions, quoi. Donc ça c'était aussi très intéressant vraiment d'essayer de s'ajuster au maximum au public qu'on avait là, de façon à ce que chacun avec ce avec quoi il venait puisse y trouver sa part. Et voilà, moi je trouve ça finalement je me dis maintenant avec le recul que c'est pas si différent de ce que je fais dans les autres enterrements en fait, où de plus en plus on a un public totalement hors église qui n'a absolument pas nos codes et pour lesquels il faut s'adapter en permanence, et c'est ce que moi c'est ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est ce que je trouve passionnant, c'est d'essayer de rendre l'évangile audible
pour un public qui, d'une part, qui n'a pas l'habitude de l'entendre, qui n'a pas les codes et qui est dans un état d'esprit à ce moment-là qui évidemment n'est pas forcément disponible, en tout cas pas pour partir dans un déroulement classique d'un culte, quoi. Et donc il faut arriver à trouver le ton, la surprise, voilà, qui permet de toucher les gens. Comme par exemple là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait aussi distribué des petites, ça s'appelle des mouillettes, c'est pas très joli, ça s'appelle comme ça. avec des huiles essentielles de cyprès. De façon à aussi aller chercher d'autres sens que chez les protestants, on est très très cérébraux, voilà. Mais assis par terre et en sentant des odeurs de cyprès, qui est le symbole de l'éternité, etc. Voilà, on partait aussi dans tout à fait autre chose. Mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'on y perdait le cœur du message. Au contraire, je pense que ça a permis qu'il soit présent. Sans être exclusif et sans enfermer dans quelque chose. Quand tu me racontais ça, j'avais vraiment cette image de devoir pousser les bancs, des objets vraiment massifs comme ça pour faire de la place, quoi. Il y a aussi un petit bout de l'héritage de la tradition qui doit bouger, quoi, hein, qui doit être mobile pour accueillir ces rencontres. Et aussi la nécessité d'avoir eu tout un travail de lien pendant 2 ans, hein, avec ces zadistes pour arriver à vivre un temps comme ça ensemble. Ah oui, ça c'est sûr que c'est aussi un travail qu'on n'a plus l'habitude de faire dans nos églises, c'est d'aller là au moment de l'enterrement des arbres, les zadistes ils étaient dans la cour de l'école en face et encore alors que les cloches sonnaient, j'étais dans la cour en face en me disant oh ben non vous venez quoi, c'est aussi pour vous, voilà vraiment dans la conviction, ce qu'on fait jamais en fait dans nos d'aller convaincre ceux qui sont au bistrot en face que non il faut venir plutôt que de continuer à boire sa bière. Ça c'est une expérience aussi très très intéressante d'aller un peu se confronter à d'autres repères et à la désespérance aussi pour le coup, parce que là il y avait beaucoup de désespérance aussi. Et proclamer l'espérance, un travail pastoral. Oui. On va aller sur la suite de cet engagement, pas autour de la ZAD, hein, puisque maintenant tu nous l'as dit, les camions ont remplacé la forêt. Mais tu as continué un engagement autour de Green Faith. Green Faith qui est une organisation internationale et interreligieuse. Donc là, ça va encore un petit bout plus loin que l'œcuménisme entre protestants catholiques. Green Faith inclut d'autres religions. La cible de Green Faith ces dernières années, et notamment en France, ça a été autour d'un pipeline, EACOP, entre la Tanzanie et l'Ouganda. Il y a eu des leaders religieux qui ont écrit en 2023 un texte intitulé « Comme si rien n'était sacré », puisque ce pipeline traversait 2000 tombes pour lesquelles il n'y a eu aucune vision du sacré. Enfin, aucune vision, c'est peut-être dit un petit peu rapidement. En tout cas, un manque de respect flagrant, une absence de respect des familles et des morts. Et toi, tu t'es engagé dans ce mouvement de Green Faith plusieurs années de suite. Ça t'a fait même aller jusqu'à Paris pour rejoindre des manifestations interreligieuses. Oui. Alors, en fait, j'ai été sollicitée un peu à la fin de l'engagement contre le contournement ici, et ça tombait au moment où justement je me posais la question de savoir quelle suite à mon engagement, s'il pouvait y en avoir un, si ça avait du sens pour moi, et si j'avais une légitimité en fait à m'engager contre autre chose ailleurs. Et en fait, voilà, j'ai été sollicitée à ce moment-là et j'ai trouvé que d'une part, effectivement, la dimension interreligieuse était très intéressante et ajoutait une dimension qui pour moi est passionnante et essentielle. Et alors pour le coup là, on a eu des discussions de ce que c'est l'espérance et de ce que c'est l'essentiel pour nous, qui est évidemment encore tout à fait un autre niveau. Et puis aussi le fait que c'est lutter contre quelque chose qui est loin, en l'occurrence en Afrique, donc ajoutant aussi la dimension sociale, la dimension voilà de lutter contre la société européenne qui va piller l'Afrique pour maintenir notre niveau de vie européen ici. Et ça, je trouvais que ça avait vraiment du sens pour moi.
dans la suite de mon engagement, parce que ici évidemment on m'a reproché de lutter simplement parce que j'avais l'autoroute qui allait passer à quelques centaines de mètres de ma maison, hein, l'éternel reproche, c'est parce que c'est dans ton jardin que ça va passer que tu luttes. Alors effectivement aujourd'hui on dort avec les bruits de camion et c'est insupportable. C'est une réalité. Et je pensais même pas qu'on s'entendrait autant, je dois dire. Mais cela dit, voilà, c'était pour moi deux raisons de m'engager avec Greenface. Et puis, en fait, ça m'a permis aussi de me reposer toute la question différemment de mon lien à la violence, de mon lien à la manifestation non autorisée, à la désobéissance civile. Et en fait, j'avais évidemment un statut un peu différent avec Greenface puisque nous étions alors évidemment qu'on voulait pas être des représentants, on ne peut pas être, aucun de nous n'était représentant ou de l'islam ou du judaïsme ou du protestantisme. Donc ils nous appelaient, voilà, on était personnalité religieuse, mais du coup j'étais une parmi d'autres, donc c'était pas la même mise en avant que dans la lutte locale, mais du coup, le fait de se poser, on a eu des discussions incroyables entre effectivement rabbins, imams, responsables bouddhistes, prêtres et pasteurs, pour savoir justement jusqu'où on était prêt à aller dans la désobéissance civile. Est-ce que c'est justifié? Évidemment, toute la question derrière aussi de savoir finalement jusqu'où il faut aller pour que ça ait du sens. Mais pour que ça ait du sens, il faut que ça passe médiatiquement. Donc jusqu'où il faut accepter d'aller dans la désobéissance civile, en fait, purement pour que les médias s'intéressent à ce qu'on fait. Enfin voilà, ça a posé des tas de questions de ce type-là que j'ai trouvé très intéressantes et qui m'ont permis d'avancer aussi avec de clarifier un peu là où j'en étais en fait moi dans mon militantisme. Et je dirais qu'une des choses qui m'a beaucoup touchée, c'est finalement de me rendre compte à quel point les jeunes, alors moi je vais avoir 50 ans cette année, donc j'assume de me mettre dans les vieux, de me rendre compte à quel point les jeunes adultes aujourd'hui, en tout cas certains, ont un militantisme d'une intensité et une désespérance parfois vraiment extrêmement forte et qui sont prêts à aller très loin. En fait, au nom de leurs convictions, on le voit bien avec Extinction Rébellion et avec d'autres mouvements comme ça. Et ça me voilà, aussi parce que j'ai des filles qui entrent dans l'adolescence et de me dire mais voilà tout ce que j'ai fait, je le fais aussi pour pouvoir regarder mes filles dans les yeux plus tard et leur dire on a fait ce qu'on a pu. Voilà, on n'a pas forcément réussi, mais on était là et pas seulement dans la position effectivement du vieux sage derrière en position d'appui, mais aussi qui est prêt à s'engager avec les jeunes en fait. Et c'est pour ça que d'accepter toute proportion gardée, parce que c'était quand même très soft, mais quand même un peu de désobéissance civile, c'était important pour moi dans ce sens-là aussi, de faire passer le message que j'ai la chance d'être femme de 50 ans, blanche, voilà, occidentale, donc qui clairement prend un risque extrêmement faible avec mon statut en plus de pasteur par rapport à d'autres et en particulier à des jeunes et à des jeunes femmes et des jeunes voilà et donc d'utiliser cet outil-là au service de la cause me paraissait me paraît utile quoi. Enfin voilà, ça m'a semblé juste en fait d'aller dans ce sens-là. Et l'année dernière, alors là à l'heure à laquelle on parle, là aujourd'hui, il y a une contre-manifestation puisque c'est l'AG de Total justement aujourd'hui. Alors là j'y suis pas, mais l'année dernière j'y étais et en fait on est allé avec des jeunes distribuer des tracts à l'entrée de l'AG pour vraiment, donc on est allé à la rencontre des actionnaires
j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement difficile en fait. Et là, j'ai vu que les jeunes qui étaient avec nous avaient un aplomb, un courage et une conviction pour aller rentrer dedans et discuter avec les actionnaires, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc ça me convainc dans le fait qu'on est complémentaires en fait, de générations différentes, d'origines différentes, d'appartenances différentes, et que voilà, comme on disait tout à l'heure, de toute façon le chantier est tel qu'il faut vraiment qu'on mette toutes nos forces ensemble, et qu'on accepte que on n'entre pas dans la lutte ou dans l'action tous avec les mêmes craintes, mais aussi les mêmes capacités, les mêmes voilà. Donc il faut et c'est ça qui est intéressant, c'est ça la richesse de ces mouvements en fait. Ce sont nos différences justement. Ouais. Mais après ces luttes, même si elles sont d'une certaine manière perdues, enfin voilà, l'autoroute est là. Ça reste des graines semées. Tu as de nombreux témoignages maintenant là autour, aussi pour inspirer d'autres personnes. Alors pas besoin d'être pasteur pour être inspiré par ce que tu as fait, même si y en a qui le sont. Mais vient ensuite ce temps du témoignage pour en parler et continuer d'inspirer, parce qu'il y a d'autres raisons de se mobiliser. Et là j'ai noté beaucoup de collectifs qui t'ont invité à témoigner. Alors, j'ai une petite liste, tu me diras si elle est exhaustive. Le Festival des Poussières, qui se trouve à l'éco-hameau de Cauchène pendant l'été, par le collectif Anastasis. Il y a Lutte et Contemplation, Communauté et Vie Chrétienne à Strasbourg, Mission Ouvrière, un festival d'écologie à Lyon. Tu as un nombre de demandes impressionnantes pour venir dire ton combat. Oui, et ce qui m'intéresse et m'interpelle, c'est beaucoup la sollicitation du monde catholique en fait, beaucoup plus que du monde protestant. Alors moi qui suis très très attachée à l'œcuménisme, je trouve ça passionnant parce que ça me permet d'aller à la rencontre de différents types de catholicisme en fait que je ne connaissais pas forcément, de générations différentes, de milieux différents, mais qui en fait parce qu'évidemment là où on m'invite, c'est des gens qui en général partagent les combats, pour dire ça comme ça, enfin en tout cas une vision de l'Église comme devant prendre sa place aussi dans ces combats de société. Donc j'ai pas été invitée à des endroits où j'ai senti une opposition, voilà, il y a pas eu d'expression d'opposition. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est très enrichissant, et ça, c'est une autre source d'espérance pour moi. Vraiment, c'est peut-être que j'anticipe déjà la fin de l'émission. C'est le fait que tout ce que j'ai vécu là ces dernières années me fait dire que nos chapelles, au sens mur d'église physique et institutionnelles, je pense ne nous aideront pas à répondre à l'urgence, aux besoins qui sont devant nous, et j'ai l'impression qu'il y aura d'autres réseaux qui sont en train de se tisser, et c'est ça qui me donne beaucoup d'espérance, c'est que dans toutes ces petites associations, soit historiques et comme certaines associations catholiques ou protestantes ouvrières par exemple, mais aussi les jeunes avec Lutte et Contemplation, Festival des Poussières et autres, qui empoignent en fait ces thématiques, ce combat, cette volonté d'être présent face au sujet de société et à l'urgence climatique et sociétale et dans laquelle nous sommes, avec leurs valeurs chrétiennes, et qu'en fait, voilà, avec des âges différents, des modes différents, des milieux d'appartenance sociaux très différents aussi, chacun a sa petite part à faire, et que si on arrive à se connaître les uns les autres et à se connecter les uns aux autres, en fait, je crois qu'il y a là quelque chose de très fort qui peut effectivement nous aider à tenir face à ce qui nous attend.
et que ça sera, je pense, ce réseau-là sera peut-être plus précieux et plus porteur de soutien, mais aussi d'énergie que nos institutions, qui à mon avis auront du mal en fait à se positionner face voilà à ce qui nous attend, parce que en tant qu'institution, on me l'a assez dit, une institution en tant que telle, enfin institution militante, ça va pas ensemble, quoi. Y a rien à faire, on aimerait bien, mais ça marche pas, quoi. Donc après, on voit bien là avec l'exemple qu'on a eu à Colpsheim qu'il y a quand même une espèce de mi-chemin ou de possibilité d'être soutenu par l'institution. Hein. Ça a été mon cas, mais voilà, moi je crois beaucoup à ce réseau, et c'est pour ça que je réponds autant que possible aux sollicitations. Parce que ce sont que des rencontres hyper intéressantes et qui croisent aussi d'autres thématiques. Il y a aussi évidemment la thématique de la présence des femmes dans l'Église. Le fait que je sois sollicitée par beaucoup de catholiques est aussi dû au fait que je suis une femme, clairement. Que je suis considérée par les catholiques comme une ecclésiastique, donc comme étant justement dans l'institution, et de voir quelqu'un qui est dans l'institution, qui incarne quelque chose d'important, de fort pour les catholiques, et qui en même temps accepte de faire un pas de côté, ça leur donne beaucoup d'espérance en fait. Et du coup, moi, ça m'a mis en contact avec entre autres tout un milieu de jeunes femmes catholiques féministes, voilà, où je me sens vraiment toute petite à côté d'elles, parce que je me dis mais quel combat elles ont devant elles, et quelle énergie elles ont, et quelle détermination elles ont à rester dans leur église et à vouloir faire changer leur église, quoi. Donc voilà, moi c'est ma grand-mère qui a mené ces combats-là pour l'église protestante, entre autres, et de rencontrer des jeunes qui ont ce combat-là, et encore avec une église autrement plus difficile à faire bouger, mais qui n'en démordent pas, et qui ont vraiment là aussi ça me remplit de joie et d'énergie, parce que je vois qu'elles ont envie de faire vivre leur église. On n'est pas du tout face à dans ces milieux-là à des personnes qui ont envie d'envoyer l'église bouler et de faire autre chose, quoi. Il y a beaucoup de jeunes catholiques qui portent profondément l'espérance que dans l'église ils peuvent faire bouger les choses. Et ça, c'est voilà, dans l'esprit œcuménique qui est le mien, c'est magnifique, quoi. Si d'autres ont envie de faire bouger leur église, bah j'essaye d'apporter le petit témoignage que je peux. Bah cette vie, tu disais, qui se déploie en nous, faut qu'elle se déploie aussi à l'extérieur. Et du coup, toi qui vas à la rencontre de tous ces réseaux qui sont, il faut le dire, enfin assez minoritaires quand même, mais qui se tissent une toile entre eux. Est-ce que tu vois comme ça dans cette jeunesse un élan, une envie, une espérance, peut-être? Oui, alors ce qui est préoccupant, c'est qu'on sent beaucoup d'inquiétude, hein, évidemment, voire d'angoisse, hein, par rapport à l'état du monde, hein. Ça, je le sens même chez ma fille de 14 ans, hein. Donc ça, c'est quand même extrêmement préoccupant, et je trouve que ça, à l'âge que j'ai, ça renvoie aussi vraiment à la conscience qu'on a grandi dans le monde d'avant, que j'ai grandi dans le monde d'avant, où on avait d'autres repères et d'autres réflexes, j'aurais envie de dire, qu'aujourd'hui. Et oui, enfin moi j'ai envie d'y croire avec eux, quoi, que y a moyen dans ne serait-ce que dans la solidarité, dans le fait pour donner un exemple aussi, par exemple les zadistes, alors leur grand truc c'était d'aller à Strasbourg, et puis ils ramenaient les SDF qu'ils trouvaient dans la rue, en fait. Ils nous les ramenaient à Colpsheim. Alors il y a eu des moments où ça devenait un peu parce qu'en fait on se retrouvait avec des gens qui n'avaient absolument pas d'idée d'où ils étaient, de pourquoi ils étaient là. Enfin, il n'y a plus aucun rapport avec la lutte, quoi, surtout dans la deuxième partie de deuxième année de la lutte.
Mais là au milieu, tout à coup, il y avait une jeune de 16 ans dont il découvre qu'en fait, elle était en foyer, qu'elle avait fait une fugue. Et du coup, c'était « Ah, Caroline, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Mais bref, c'était... Enfin, je trouvais ça génial, quoi, que ces jeunes qui en même temps, d'abord venaient là militer pour des forêts qui n'ont rien à, enfin voilà, c'était pas chez eux, ils avaient rien à voir avec Colpsheim, et ils venaient là, mais donner prêt vraiment à se retrouver en garde à vue, je veux dire, voilà, avoir ne serait-ce qu'un casier judiciaire et à donner énormément d'eux pour défendre une forêt qui voilà, avec laquelle ils n'ont pas de liens familiaux ou historiques, et qui en même temps allaient voilà, chercher des SDF dans les rues de Strasbourg en disant mais nous on est dans notre petit paradis à Colpsheim, il faut qu'on partage ça avec ces, donc voilà, il y a quelque chose de cet élan, alors qui est probablement pas nouveau, mais qui enfin, j'ai l'impression ils ont peut-être plus besoin de le vivre aussi, parce que l'angoisse quand même de ce qui vient, ou le côté sombre de ce qui vient est quand même beaucoup plus fort, je pense, qu'il y a encore 10 ou 20 ans, et que du coup j'ai l'impression que ça suscite un espèce d'élan de solidarité et de mise en relation des combats, en fait, hein, vraiment du combat. Je le vois aussi là, il y a des jeunes à Strasbourg qui manifestent pour la paix à Gaza, et qui sont les mêmes, qui se battent pour les questions climatiques. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une conscience du côté global, en fait, des enjeux, et du coup aussi pour aborder un aspect qu'on n'a pas abordé, aussi au-delà des clivages politiques, en fait. Voilà, il s'engage pour tout ça avant d'être écolo ou communiste ou socialiste, ou donc ça, je trouve que c'est très intéressant, et là aussi, je me dis, si je peux essayer d'être en soutien et d'être avec eux pour qu'ils aient pas l'impression que on leur dit, allez-y les jeunes, sauvez le monde, quoi. Je trouve que parfois ça peut être un peu le message qu'on donne l'impression d'envoyer. C'est votre tour, allez-y, le monde vous appartient. Nous, on a tout foutu en l'air, maintenant, allez-y. Donc voilà. Un peu lavage de main, ouais, comme réponse. Ouais. Et justement, pour ne pas, pour laisser la juste place à cette angoisse sans qu'elle prenne tout, hein, je pense à l'éco-anxiété, notamment autour de l'écologie, qui touche bien trop de jeunes, quoi. Moi qui suis retourné aux études, je suis avec des jeunes autour de 20 ans, c'est vrai que beaucoup disent de manière consciente, moi je fais l'autruche sur ces questions, je préfère ne pas savoir. En fait, j'ai pas envie de me renseigner, ça fait trop mal, quoi. Donc, pour arriver à mobiliser et se ressourcer, il y a aussi des clés, des méthodes, le travail qui relie, notamment, on a l'interview de Xavier Graventirol aussi en Espérance. On a besoin, pour les militantes et les militants, de déployer ces espaces-là. Toi, tu as trouvé le tien, ou un des tiens, peut-être, autour de un mot que tu m'as appris, l'ensauvagement. Oui, enfin voilà, l'idée de j'ai vraiment, à travers toute cette lutte, en fait, beaucoup évolué dans ma relation à la nature, tout simplement. J'ai toujours été très contemplative. J'étais une petite fille qui aimait marcher lentement et regarder les cailloux sur le chemin, et voilà. Mais ce que j'ai vraiment pour dire, en fait, à une réunion à la ZAD, il y a un militant qui a dit, je vous propose d'enlever vos chaussures et de toucher la terre avec vos pieds, en fait. Et c'était très drôle. Je veux dire, moi, j'avais jamais fait ça comme ça, en réunion, en rond, dans une clairière, avec la terre mouillée. Enfin, voilà. C'était assez exotique, en fait, bêtement, hein, pour moi. Mais voilà, c'était comme un espèce de petit élément déclencheur de cette vraiment connexion, pour utiliser un mot à la mode, avec cette nature, et dont plus ça va, plus j'ai
la conviction, mais j'aurais envie de dire plus que la conviction, dans les tripes, en fait, dans mon corps, je me sens faire partie de cette nature, en fait. Et alors parfois je suis pas sûre que ça m'aide à lutter contre l'éco-anxiété parce que du coup même balayer les feuilles mortes dans la cour et de voir toute la vie qu'il y a dessous, en fait, quand on laisse les feuilles mortes, il y a tous les insectes qui s'installent et tout ça, et en fait même ça je commence à avoir du mal. Donc ça devient très compliqué, en fait, quand on veut respecter vraiment toute source de vie. Mais c'est magnifique, voilà. Enfin pour moi effectivement c'est. Alors c'est en particulier dans la forêt, ça je l'ai vécu aussi à travers effectivement de l'atelier qui relie, que j'ai eu l'occasion de vivre. Ce moment où on se pose dans la forêt et où c'était rigolo quand je l'ai vécu, tout le monde se rigolait parce que chaque fois je revenais en ayant vu quelque chose d'extraordinaire, en fait. Je revenais chaque fois en ayant vraiment un peu plus eu l'impression, comme je disais, de ne plus être en observatrice, en fait, mais de vraiment essayer et Dieu sait que je suis une cérébrale et que c'est long pour moi d'arriver à déconnecter cérébral, mais quand même, au bout d'un moment, d'arriver à simplement être à ressentir, en fait, à ressentir ce que la nature ressent autour, et c'est fascinant et c'est une source d'espérance pour moi, vraiment aussi. Alors ce que je fais, on n'a pas de télé à la maison, mais ce que je fais avec mes filles, c'est qu'on regarde des documentaires soit sur les animaux, soit sur la faune et la flore, et le nombre de ces documentaires où on nous explique qu'en fait on ne comprend pas comment ça fonctionne, comment les capacités, des plantes entre elles de communiquer, etc., etc., etc. Il y a tellement de choses, tellement d'intelligence dans la nature que de notre esprit soi-disant tellement supérieur humain, on ne comprend pas, qu'en fait, moi, ça me rassure beaucoup. Je me dis, la nature a des ressources que nous ne percevons même pas encore, et je crois en ça. Donc j'ai envie de lui laisser sa place, parce que je me dis que si au milieu de ma cour pousse un figuier, comme c'est le cas entre les pavés en ce moment, eh bien il y a une raison, quoi. Parce que s'il doit être là, c'est parce que il y a certainement un insecte qui a besoin de lui, etc., ou un oiseau, ou je sais pas, enfin, que tout est lié, que tout a une raison d'arriver là. Alors malheureusement, j'ai pas une chose que j'aimerais, c'est quand même apprendre, faire des cours vraiment sur les interactions entre la faune et la flore, parce qu'il y a encore des tas de choses que j'aurais besoin d'apprendre, mais voilà, j'ai tendance à penser que chaque chose qui est là, elle a une raison d'être là. Chaque insecte, chaque plante, etc. Et donc je la prends pour ce qu'elle est là, et j'essaye de voir en quoi elle interagit et ce qu'elle m'apporte comme source de ressourcement, de paix, de bien-être. Et en fait, pour dire, la cour du presbytère, elle était, il y avait des espaces verts, en fait, quand je suis arrivée il y a 15 ans, puis ils ont fait des travaux, et moi je leur ai dit, écoutez, il y a déjà un immense jardin de l'autre côté, la cour, mettons des pavés, parce que moi je vais pas y arriver. Au niveau travail, jardinage, je vais pas y arriver. Et en fait, aujourd'hui, le peu de terre qu'il y a, maintenant, la cour est limite envahie de végétaux, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est quelque part à l'image de mon cheminement entre avoir voulu avoir une jolie cour de presbytère à l'alsacienne, et aujourd'hui, au contraire, laisser la nature vivre sa vie, et en plus dans cette cour qui a vécu, qui a aussi partagé cette lutte et tout ça, je trouve que c'est très beau que la nature y prenne ses droits. Je le dis de manière un peu symbolique, toute proportion gardée, mais d'un côté, il y a une forêt détruite et remplacée par des camions. Puis de l'autre côté, dans ce petit espace précieux, intime, des pavés qui s'écartent pour laisser place à des figuiers, quoi. C'est un joli contraste. Voilà. Ouais, il y a quelque chose que
que j'envie là aussi de ce que tu dis, de ce lien très, très unifié à la nature. Je me rends compte que moi, j'en suis pas encore là dans mon chemin. Hein. J'ai pu déjà déconstruire que non, l'être humain n'est pas supérieur au reste du vivant. Ma sensibilité va plutôt pour les causes sociales. C'est vrai que sur les causes environnementales, ça va moins me toucher encore dans mon intérieur. Voilà, je suis en chemin, puis quand je t'entends, je me dis, je me réjouis d'avancer sur mon chemin, quoi. Oui, et je pense qu'effectivement, enfin, il faut, comme tu dis, que ça nous touche intérieurement, en fait. Tant que ça reste que cérébral, et c'est important, mais je pense qu'on a forcément pas la même force aussi à déployer tant que ça reste que intellectuel, tout protestant. Et oui, c'est une force de vie, elle est à l'intérieur, et c'est pas que juste la mettre en mots, c'est l'expérimenter. Ouais. Pour aller sur la fin de l'entretien, je voulais qu'on parle encore d'un projet plus actuel aujourd'hui à Kolbsheim, le festival Vers le futur, alors vers VERT, qui se déroule du 10 au 20 septembre. La date n'est pas choisie au hasard, puisque le 10 septembre, ça a été le jour de l'évacuation de la ZAD. Le 10, l'évacuation, et le 20, en 2017, quand les machines sont parties. Donc ce sont les deux dates. On a gardé, je dis toujours, Vinci nous a offert 2 dates rondes, ils sont très sympas. Le 10 et le 20 septembre, c'est plus joli que le 12 et le 18. C'est ça. Et c'est facile à retenir pour les personnes qui veulent participer à ce festival. Donc, ce festival local est impliqué la paroisse et toi. Si tu peux nous dire un petit peu plus sur vers le futur, vers où ça va. Oui, alors l'idée à la base, c'est que dans la lutte, en fait, et entre autres aux Adieux des arbres, justement, j'ai fait connaissance d'artistes qui vivaient à Kolbsheim depuis aussi longtemps que moi et que je ne connaissais pas. Donc ça montre aussi à quel point, comme pasteur, on peut être dans une petite bulle, en fait, et dans laquelle on rencontre pas forcément des gens qui n'ont aucune attache religieuse. Et en fait, avec ces artistes, on s'est rendu compte que on avait des ressources complémentaires, en fait, que ce soit justement spirituelles ou artistiques, et que tout ça mis ensemble pouvait participer à alors d'abord à guérir quelque chose aussi dans l'idée de l'adieu des arbres, etc., mais ensuite aussi à la lutte et à la pédagogie, en fait, simplement aussi, qui est nécessaire pour informer les gens, parce que encore une fois, à Kolbsheim, c'est pas parce qu'on a vécu cette lutte que tous les jardins sont comme le mien. Donc, il y a 2 jardins à Kolbsheim qui sont pas tendus, c'est celui de ce couple d'artistes et le mien. Vous étiez fait pour faire un projet ensemble. Voilà. Donc on compare la hauteur de notre gazon. Bref, et donc ce festival est né de là, en fait. Il est vraiment né dans la lutte, donc de manière totalement amateur, totalement bénévole. Et puis en fait, il y a eu un changement politique important à Strasbourg, puisqu'il y a une maire écologiste qui a été élue aux dernières élections. Et du coup, on a pu avoir une subvention de l'Eurométropole de Strasbourg pour notre festival. Donc ça nous a permis de monter un peu en qualité et en organisation, toute proportion gardée, parce qu'on reste une équipe d'amis et de bénévoles. Mais voilà. Et l'idée vraiment, c'était alors pour moi aussi que la paroisse garde un lien avec ce monde culturel et même le bâtiment église, parce qu'en fait c'est vrai que ce bâtiment église de Kolbsheim, il a participé à cette lutte. Aussi parce que le hasard a voulu qu'il y ait des travaux en 2018 et que donc voilà dans l'église, donc il y a eu ça, c'est pour moi assez touchant que il y a beaucoup de personnes en fait qui sont restées attachées même à ce bâtiment, parce qu'il a vraiment été associé à cette lutte. Donc il y a un certain nombre de choses du festival qui se passent dans l'église, et ça c'était important pour moi que de rester sur cette idée de portes ouvertes, et que voilà, les gens n'hésitent pas à rentrer dans cette église là par rapport à d'autres, parce qu'ils savent qu'ils y sont accueillis comme ils sont. Et donc ça c'est une chose. Et puis aussi au contraire, alors d'être aussi en tant que pasteur, mais aussi en tant que simplement militante, citoyenne, dans l'organisation d'un festival artistique, pédagogique, qui se veut vraiment à destination du
plus grand public en disant toujours on est soutenu en fait, notre base commune c'est cette lutte qu'on a vécue ensemble, et ce qu'on a vécu là c'était vraiment justement la complémentarité de toutes nos talents, nos compétences, et donc continuons ça plutôt que de retourner chacun un dans son église, l'autre dans son monde culturel et le troisième dans son monde militant, et dans le monde de petite vie de village. Essayons de garder quelque chose de cette énergie commune. C'est pas facile en fait. Mais on y arrive quand même, et c'est très chouette. Et fondamentalement, je suis convaincue qu'effectivement le monde culturel a vraiment des choses à transmettre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de spectacles qui abordent ces questions sociétales aujourd'hui. Et c'est un milieu qui souffre énormément aussi du manque de subventions, du manque de soutien, et donc pour ça c'est aussi intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut se soutenir à des degrés différents, mais aussi comme sentant que ce soit les manches d'à côté ou les spectacles culturels ont du mal à trouver leur place en fait, à être entendu, à être accueilli aujourd'hui, et donc on partage aussi nos inquiétudes par rapport à ça, mais aussi notre joie quand on y arrive, et quand on peut le faire ensemble, et quand on peut le faire en extérieur, en plus quand on a la chance de le faire à Kolbsheim, parce qu'on a un cadre encore magnifique malgré malgré l'autoroute, si on va un peu de l'autre côté du village. Donc voilà, c'était vraiment mettre toutes ces énergies ensemble en fait qui a suscité ce festival qu'on vit effectivement chaque année en septembre. Et pour moi, c'est quand même important de marquer encore ces dates. C'était quand même l'idée à la base de ce festival, c'était de dire la première édition en 2019, c'était vraiment il y a eu un traumatisme à Kolbsheim, pas seulement à Kolbsheim, mais entre autres le 10 septembre 2018, on peut pas laisser passer le 10 septembre 2019 sans rien faire. Et du coup, le 10, on a marqué le coup. Et après, on a cette date du 20 qui commémore 2017, qui était un moment positif, puisque c'est le moment où on a réussi à faire partir les machines. Donc, en fait, on passe aussi du 10, qui est le moment commémoratif, un peu lourd, encore chargé, encore aujourd'hui pour beaucoup de gens. Et on va vers le positif et vers la capacité qu'on a parfois d'arriver à faire bouger les choses. Et on voit, heureusement, il y a quelques combats de ci, de là qui gagnent quand même, donc c'est et ça c'est aussi je me suis aussi sentie pasteur là-dedans, parce que même dans un village comme avec quand même un état d'esprit encore relativement villageois, même si on est proche de Strasbourg, il y avait quand même cette idée, on a perdu la lutte, on met le couvercle, on passe à autre chose. Et là, vraiment, en tant que pasteur et en tant qu'artiste, pour le coup, on était vraiment ensemble à dire, mais non, en fait, il faut en parler. Si on a besoin de pleurer ensemble, pleurons ensemble, pourquoi pas. Ça fait partie des étapes pour pouvoir passer à autre chose. Et on a le droit de se rappeler de ce qu'on a vécu de beau dans cette lutte. On a le droit d'être encore en colère. On a le droit, mais vivons-le, quoi. Et ne mettons pas un couvercle dessus. Donc c'était, alors maintenant, évidemment, le temps passant, cet aspect-là s'atténue un peu, mais Et donc du 10 au 20 septembre prochain, on va pouvoir venir à Kolbsheim. Est-ce qu'il y a déjà un programme, déjà des grands traits, je sais pas, une expo photo des plus hauts jardins de Kolbsheim? Non, alors il y aura une très très belle expo photo sur les de photographes qui ont pris des photos de zones humides. En fait, donc des photos absolument magnifiques d'oiseaux et de tout ce qui vit dans une zone humide. Donc ça, ce sera dans l'église, alors même pendant tout le mois de septembre, parce que c'est aussi le mois de la création, donc tout ça va être extrêmement bien fait. Donc l'exposition de photos serait présente dans l'église tout le mois. Et puis le 10 septembre, on aura normalement la joie d'accueillir Jean-Philippe Pierron, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Méditer comme une montagne, et que j'ai trouvé absolument magnifique. Et donc, je l'ai contacté, et normalement, il vient nous voir le 10 septembre. Et puis, on a des spectacles. Le programme est déjà bien avancé. Et puis, en fait, on a Lily Zone, qui est
qui écrit des BD, je trouve pas le terme, comment on dit, une écrivaine de bande dessinée, et qui est originaire de Kolbsheim et qui habite aujourd'hui Marseille, qui fait plein de BD qui marchent très bien, et qui a suivi la lutte en fait de loin depuis Marseille, et qui nous a fait toutes les affiches des éditions du festival, des très chouettes affiches, et qui est en train de préparer une bande dessinée qui va raconter la lutte. Oh, waouh, excellent. Et donc, cette bande dessinée-là sortira en 2026, donc pour le 10 septembre 2026. Donc, on peut déjà donner rendez-vous aux gens. Tous les 10 septembre à Kolbsheim. Voilà, on a déjà fixé ça comme date symbolique, la sortie de la bande dessinée de Lily Zone sur la lutte contre le GCO pour le 10 septembre 2026. Donc, voilà, encore plein de fruits positifs de cette très belle aventure. Merci pour ce beau partage, puis de voir aussi comment ça bouge et ça évolue avec les années, que le fond est toujours là, l'engagement est toujours là, et puis l'émotion est un petit peu autre, et ça donne place à des nouveautés. Pour terminer, notre question finale à laquelle tu as peut-être déjà répondu, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans notre monde qui est en germination, qui est en train de donner naissance? Ouais, j'aurais envie de revenir encore à la nature. Reviens-y. C'est ça que je trouve qui peut nous aider à avancer, c'est cette cohabitation de force et de fragilité. Je veux dire, la fragilité qui fait que je me dis il faut toujours être en éveil, protéger ce qu'on peut protéger, et en même temps avoir par derrière cette confiance que la nature est plus forte que nous et qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas que tout ça est... Ou une autre version, comme le disait ma fille quand elle avait 7 ans et que les camions commençaient à rouler sur le GCO. Je lui disais, maman, le matin, il faut choisir. Ou on écoute les camions, ou on écoute les oiseaux. Voilà, le monde tel que Dieu l'a fait est magnifique. Et que c'est ça qui l'emportera, quoi qu'il arrive. Merci pour ces dernières paroles, remplies d'espérance. Vous avez écouté ma rencontre avec Caroline Ingrand-Hoffet que je remercie vivement. Le jour de l'enregistrement avait lieu l'AG de Total Energy critiqué par Greenpeace pour la construction de son pipeline entre l'Ouganda et la Tanzanie. La multinationale française est, depuis le mois dernier pour la 2e fois, en procès à cause de ce pipeline. Elle est accusée de violation des droits humains et le jugement devrait être prononcé en 2026. S'il est difficile de peser le poids de la mobilisation lors de la contre-AG, elle nous permet de rester en espérance. Ce podcast est une coproduction de la plateforme Transition écologique et sociale de l'Église réformée vaudoise et de Regard Protestant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Faites-nous part de vos retours en nous écrivant à podcast@enespérance.ch. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter sur Substack, nous suivre sur le compte Insta de Regard Protestant Podcast et rejoindre notre serveur Discord pour discuter avec d'autres auditeuristes des sujets qui nous animent. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Nous remercions Laurent Bazard pour l'habillage sonore et Héloïse Basselet pour le montage vidéo de ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, on vous dit à bientôt et surtout, restez en espérance.